À 83 ans, Eddie Mitchell pourrait claquer des fortunes dans les casinos de la Côte d'Azur, mais il préfère s'asseoir dans le silence absolu de sa villa perchée, un verre de whisky à la main, et laisser défiler sur l'écran géant de sa salle de cinéma privé les galops de John Wayne dans Rio Bravo. Le même film qu'il voyait, gamin, dans les salles enfumées de Belleville, quand il s'appelait encore Claude Moine. Avant de plonger dans cette histoire absolument extraordinaire, je vous invite à prendre une seconde pour vous abonner et activer la cloche de notification. Croyez-moi, vous ne voulez pas rater ce qui va suivre. Né le 3 juillet 1942, il a grandi entre les odeurs de friture et les cris des marchands des quatre chemins. Son père rentrait couvert de cambouis après 12 heures au volant du 26, sa mère comptait les billets à la banque du coin. L'argent était rare, les rêves immenses. Claude passait ses dimanches collés à l'écran du Rex Belleville, fasciné par les cow-boys, les gangsters, les héroïnes en robe lamée. Il ne savait pas encore que ces images allaient devenir la colonne vertébrale de toute sa vie. Le Belleville de 1948 n'avait rien d'une carte postale. Les immeubles sentaient l'urine et la soupe aux poireaux. Les gosses jouaient à la guerre avec des bouts de bois en criant « PNPN t'es mort » entre deux bombardements de souvenirs. Claude, lui, ne jouait pas. Il regardait. Il regardait les actualités pâtées où on voyait les GIs débarquer avec des paquets de chewing-gum et des disques de Glenn Miller sous le bras. Il regardait les westerns en noir et blanc où les hommes parlaient peu et tiraient juste. Il regardait surtout les yeux de sa mère quand elle comptait les francs pour payer le boulanger. C'est là, à 8 ans, qu'il a compris deux choses. L'argent, c'est la liberté. Et la liberté, ça se gagne à la sueur, pas à la loterie. À 13 ans, il travaille déjà. Livreur de pain avant l'école, il court dans les escaliers avec ses 20 kilos de miche chaude sur le dos. Le soir, il démonte des postes TSF pour revendre les lampes au marché au puces de Saint-Ouen. Il économise sou par sou pour s'acheter son premier 45 tours américain. Heartbreak Hotel, pressage Sun Record, importé clandestinement par un marin de Marseille. Quand la voix d'Elvis jaillit du tourne-disque, c'est comme si quelqu'un avait ouvert une fenêtre sur un monde où les garçons pauvres pouvaient devenir rois. Il écoute le disque jusqu'à l'user, jusqu'à ce que le sillon soit gris. Puis il prend la guitare de son cousin, une vieille Hofner prêtée pour un mariage, et apprend seul les accords en regardant les ombres des doigts sur les photos de magazines. En 1958, il a 16 ans et déjà une réputation. On l'appelle l'Américain, parce qu'il parle avec l'accent des films doublés et porte des chemises à carreaux venues directement de Pigalle. Il monte son premier groupe, The Black Sock, avec 3 copains du quartier. Il répète dans la cave de la rue Julien Lacroix, entre les cagettes de vin et les toiles d'araignée. Le batteur tape sur des bidons d'huile, le bassiste joue sur une contrebasse rafistolée avec du scotch. Claude, lui, hurle Bibo Palula jusqu'à en perdre la voix. Un soir, un type en costume, cigarette au bec, passe par là. Il s'appelle Jean Fernandez, futur manager des Chaussettes Noires. Il écoute 10 minutes et dit simplement « Demain, 14 h, Studio Barclay. Amenez vos guitares. » Le lendemain, il signe. Pas de contrat écrit, juste une poignée de main et un chèque de 500 francs chacun. Claude achète sa première veste en cuir noir avec. Il a 17 ans et déjà l'impression de trahir Belleville. Sa mère pleure en le voyant partir. Son père, lui, hausse les épaules. Si tu gagnes plus que moi en un mois, c'est que t'as raison. Mais si tu reviens, la porte sera fermée. Claude ne reviendra jamais. Les Chaussettes Noires déferlent sur la France comme une tornade. Eddie, Danny, Tony, Aldo, William. 5 gamins en costume noir, cravate slim, souliers vernis. Ils passent à la télé chez Denise Glaser, font la une de Salut les copains, remplissent l'Olympia 3 soirs d'affilée. Daniela explose, 2 millions d'exemplaires. Les Yeye Girls arrachent leurs chemisiers, les garçons se font la banane. Eddie gagne 40 000 francs par mois, l'équivalent de 120 000 € aujourd'hui. Il achète une 403 Peugeot décapotable, une chaîne Ifi Grundig, et offre à sa mère un appartement rue de la Roquette. Elle refuse. « Garde ton argent, mon fils. Un jour tu en auras besoin. » Il n'écoute pas. À 20 ans, il découvre Saint-Tropez. Pas encore le Saint-Tropez des milliardaires russes, mais déjà celui des artistes fauchés qui dorment dans leurs 2 CV. Il tombe amoureux du village en une après-midi. La lumière, les odeurs de pain, le bruit des vagues qui claquent sur les rochers. Il se jure qu'un jour il aura une maison là-haut, tout en haut, là où les touristes ne montent pas. Il ne sait pas encore que ce rêve lui coûtera la peau des fesses. Les chaussettes se déchirent. Jalousie, égo, argent. Eddie claque la porte. Il a 21 ans et déjà tout approuvé. Il signe chez Barclay en solo. Premier album, Eddie in London. Enregistré au Studio Pi avec les meilleurs musiciens anglais. Jimmy Page à la guitare, Big Jim Sullivan à la rythmique.
Il chante en français sur des arrangements made in USA. Toujours la même recette. Prendre l'Amérique, la tordre, la rendre plus française que les Français. Ça marche. Les albums s'enchaînent. Rocking in Nashville, sur la route de Memphis, Mitchellville. Il traverse l'Atlantique 20 fois en 2 ans. À Memphis, il enregistre dans le studio où Elvis a fait Mystery Train. Le même micro. Il touche le bois sacré et tremble comme un gosse. L'argent coule à flot. Il achète un appartement avenue de New York, face à la Seine. Il roule en Jaguar Type E. Il offre des bijoux à Françoise, sa première femme, une belle brune rencontrée dans une surprise party. Il se marie en 1965. Naissance d'Eddie Junior en 1966, Marilyn en 1968. La vie semble parfaite. Mais derrière les sourires des magazines, la machine s'emballe. 70 dates par an. 2 concerts certains soirs. Il dort dans les avions, mange dans les stations-service, sniffe pour tenir debout. Il ne voit plus ses enfants. Françoise pleure seule le soir. Il ne l'entend pas. Premier avertissement. Il perd 300 000 francs en une nuit au Cercle Haussmann. Il rit jaune, c'est le prix d'une maison à Belleville. Il continue. Le poker devient sa seconde carrière. Il joue avec des truands, des acteurs, des patrons de presse. Il gagne parfois gros, perd plus souvent. En 1975, il doit 1,2 million de francs de dettes de jeu. Il vend la Jaguar, l'appartement de l'avenue de New York, les disques d'or. Il garde seulement la villa de Saint-Tropez, achetée en 1971 avec un crédit sur 20 ans. Il l'a payée 380 000 francs. Aujourd'hui, elle en vaut 30 fois plus point le divorce. Françoise demande la séparation. Le juge lui colle 8 000 € par mois de pension, indexé sur l'inflation. En 2025, il verse encore plus de 4 millions d'euros en tout. Pour payer, il accepte la tournée des 200 dates. Il a 37 ans et déjà l'air d'un vieux lion fatigué. Il monte sur scène tous les soirs avec 40 de fièvre, les yeux injectés de sang. Il tombe dans la coque dure. Pas pour le plaisir. Pour tenir. Il dira plus tard, je ne me droguais pas pour planer. Je me droguais pour ne pas mourir. Il touche le fond. Un soir à Lyon, il s'écroule en coulisses. Crise cardiaque à 38 ans. Les médecins lui donnent 6 mois s'il continue. Il rentre à Paris, regarde sa vie en ruine et comprend qu'il va crever s'il ne change pas tout. C'est là que Muriel apparaît. Elle a 29 ans, elle est belle, intelligente, et surtout elle n'a pas peur de lui. Elle le regarde dans les yeux et lâche. Tu choisis. Moi ou la mort. Il choisit elle. Il écrit au ministère de l'Intérieur, je vous demande de m'interdire de jeu à vie. Le préfet signe. Eddie Mitchell devient le premier artiste français interdit de casino par l'État. Il a 39 ans et plus un rond en poche. Muriel prend tout en main. Elle fait venir un comptable, un avocat, un conseiller en gestion de patrimoine. Elle lui apprend à lire un bilan, à comprendre les droits voisins, à investir dans la pierre. Ensemble, ils remontent la pente. Il arrête la coque du jour au lendemain. Froid. Il tremble pendant 3 mois, dort 16 heures par jour, pleure comme un enfant. Muriel ne bouge pas. Elle dort à côté de lui tient la main, lui fait écouter du Jerry Lee Lewis à fond pour couvrir les cris dans sa tête. Il reprend la scène. Pas pour l'argent. Pour prouver qu'il est toujours là. Il remplit Bercy 3 soirs. Le public hurle « Schmoll ». Schmoll. Comme au premier jour. Il pleure sur scène. Pour la première fois depuis 20 ans. Il comprend que les gens ne l'ont jamais lâché. Il décide de ne plus jamais les lâcher. La même année, il lance la dernière séance sur FR3. Émission mythique. Chaque mercredi soir, il présente un vieux film américain en noir et blanc, blouson en cuir, cigarette au bec. Il parle comme un pote, pas comme un prof. Les Français adorent. L'émission dure 16 ans. Il touche encore des royalties sur les rediffusions Arte en 2025. Naissance de Pamela, sa 3e enfant. Il a 43 ans et enfin l'impression d'être père pour de vrai. Il change les couches, fait les biberons, emmène sa fille à l'école. Il ne rate plus un anniversaire. Il devient l'homme qu'il n'a jamais été. Année 90. Il investit tout dans l'immobilier. Appartement à Paris, maison à Deauville, terrain à Ramatuelle. Il achète cash, jamais de crédit. Il possède aujourd'hui une 12aine de biens, tous payés rubis sur l'ongle. Sa villa de Saint-Tropez, la fameuse, est estimée à 12 millions d'euros. Il y a fait installer une piscine à débordement, une salle de cinéma 35 mm avec 40 fauteuils en cuir, une cave à vin climatisée avec 3000 bouteilles. Il n'a pas touché à la structure. Les murs sont les mêmes qu'en 1971.
Il dit « C'est ma maison. Pas un palace ». Il fête ses 40 ans de carrière à Bercy. 4 soirs complets. Johnny vient chanter en duo. Ils pleurent dans les bras l'un de l'autre. Le public pleure avec eux. C'est le dernier grand show avant que Johnny ne commence à décliner. Il arrête les grandes tournées. Plus envie. Il fait des one-man shows intimistes, 150 dates maximum, dans des théâtres. Il choisit ses musiciens, ses lumières, ses chansons. Il gagne moins, mais il vit. Il passe 6 mois par an à Saint-Tropez. Il pêche, il lit, il regarde des films. Il reçoit ses potes, Laurent Gérard, Thomas Dutronc, son fils Eddy qui gère désormais son catalogue. Ils font des barbecues jusqu'à 4 heures du matin, parlent de tout sauf de fric. Il a 82 ans. Il annonce une dernière tournée d'adieu. Sans date. Les places partent en 3 heures. Il répète tous les jours, fait du sport, mange bio. Il veut partir en beauté. Mais l'été 2025, son corps dit stop. Problème cardiaque, fatigue chronique. Il annule tout. Pas de drame. Juste un communiqué, je dois écouter mon cœur. Littéralement. Il remonte à Saint-Tropez et n'en bouge plus. Aujourd'hui, 7 novembre 2025, Eddy Mitchell est exactement là où il voulait être à 20 ans. Dans sa maison tout en haut de la colline, avec vue sur la mer qui n'appartient qu'à lui. Il a 25 millions d'euros à la banque, mais il n'y touche presque jamais. Il roule encore dans sa vieille Mustang de 1967. Il porte les mêmes boots qu'en 1970. Il fume encore des gitanes sans filtre. Il regarde encore Rio Bravo 1 fois par mois. Il a tout perdu 3 fois. L'argent, la santé, l'amour. Il a tout repris. Pas plus. Juste assez pour être libre. Le soir, quand le soleil se couche sur le golfe, il monte sur la terrasse, allume une cigarette et regarde la mer. Parfois, il chantonne doucement. J'ai fait des erreurs, mais je suis toujours là. Et quelque part, dans le vent qui descend des pins, on entend encore le gamin de Belleville qui rêvait d'Amérique répondre. Wesh molle, t'as gagné. Qu'en pensez-vous? Eddy Mitchell a-t-il vraiment vaincu ses démons, ou les a-t-il simplement apprivoisés? Dites-le en commentaire, likez si cette histoire vous a bouleversé, et abonnez-vous pour d'autres légendes qui ont regardé l'abîme dans les yeux et qui ont gagné.